conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission avec ce soir le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Seydou Asman. Je rappelle que vous êtes à la tête de ce département ministériel depuis plus de 18 mois. Nous marquons donc une pause aujourd'hui pour faire le bilan global de vos réalisations pendant cette période. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Commençons tout d'abord par cette question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ou nous faire un état des lieux à date de l'activité commerciale du tissu industriel au Niger? D'abord le commerce et puis ensuite l'industrie. Merci vraiment pour cette occasion de me recevoir d'abord dans vos locaux et ensuite me permettre de me donner l'occasion par rapport à la mission qui nous a été confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, donc de rendre compte, effectivement, conformément à la lettre de mission qu'il nous a confiée à la tête de ce département ministériel pour faire le bilan de nos 18 mois d'activité. Donc, c'est pour dire et d'aller dans le sens d'abord de le remercier par rapport à cette confiance qu'il a placée en notre modeste personne. Et aussi remercier le Premier ministre et tous les membres du gouvernement pour l'accompagnement et la collaboration dont nous avons bénéficié pendant ces 18 mois. Aussi remercier le peuple nigérien pour sa résilience, pour son engagement et surtout pour son esprit patriotique marqué à travers effectivement le soutien pendant ces 18 mois et dont il continue encore à observer. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des opérateurs économiques pour l'accompagnement qu'ils ont fait à travers l'engagement qu'ils ont pris effectivement de participer à toutes les actions allant dans le sens du développement de notre pays. Même si par ailleurs vous avez constaté à des moments... Il n'y a pas de respect de cet engagement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même si par ailleurs vous avez constaté certains esprits qui se sont permis à des moments effectivement de faire des crocs en jambes par rapport à certaines décisions des plus hautes autorités de notre pays. C'est pour dire que par rapport à la question que vous m'avez posée, et pour aller directement dans le sujet, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'avant tout, le Niger, c'est un pays enclavé. Dans sa position géographique, fait de notre pays un pays qui est loin des ports où certains produits peuvent nous arriver sans aucune difficulté. Et ceci étant, et avec l'embargo dont notre pays a été victime, dont on connaît principalement la motivation et qui était à l'œuvre, c'est notamment la CEDEAO et bien sûr l'UMOA, et à travers eux, il faut voir bien que c'est la main de la France. Donc cela a entraîné quelques difficultés liées à l'approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité et bien sûr les produits pharmaceutiques. Maintenant, ça c'est dans le volet du commerce. D'accord. Quand on prend le volet industriel, c'est un volet pratiquement dont on peut dire qui est embryonnaire. Parce que c'est qu'il faut rappeler, le Niger, à un certain moment de son histoire, disposait bel et bien des unités industrielles. Tout à fait. Mais par le fait de certaines injonctions faites aux autorités d'antan, notamment les amenants,
à procéder à la privatisation de ces sociétés. Au programme d'ajustement structurel. Exactement. Voilà. Donc nos sociétés se sont retrouvées toutes privatisées. Et donc malheureusement le résultat a été leur disparition aujourd'hui. Tout à fait. Et quand vous faites un tour aujourd'hui dans notre zone communément appelée la zone industrielle, c'est de larmes aux yeux que vous allez constater les dégâts qui ont été faits. C'est un cimetière. Tout à fait. Donc ce qu'il faut rappeler, malgré toutes ces sanctions, l'État, à travers notamment les engagements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a faire de sorte que le Nigérien se retrouve dans les meilleures conditions, a pu survivre et surmonter toute cette période de difficulté, même si par ailleurs, au lendemain du 26 juillet, certains ont prédit que nous ne pouvons pas tenir 3 semaines. Tout à fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, à travers ce qui se passe, ça fait la fierté des Nigériens. Tout à fait. Donc voilà l'état dans lequel, à notre arrivée, nous avons pris la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le ministre, vous venez de faire un état des lieux, vraiment de l'activité commerciale et du tissu industriel avant les événements du 26. Ça, on a bien compris. Maintenant, l'autre question, monsieur le ministre, depuis votre nomination au poste que vous occupez aujourd'hui, pouvez-vous nous dire très brièvement quelles sont les actions entreprises ou envisagées pour la promotion du commerce et de l'industrie au Niger? Ce qu'il faut préciser, il faut toujours rappeler le temps qui prévaut dans notre pays. C'est une période d'embargo total. Et cela, il faut le prendre au point de vue économique et même sécuritaire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand la décision de la CEDEAO a été prise de poser l'embargo à notre pays, notamment par la fermeture de notre principal corridor qui est le Bénin. Oui. C'est le port pratiquement le plus proche de notre pays. Cela étant, vous avez constaté qu'immédiatement, les mêmes acteurs ayant causé ces sanctions ont activé immédiatement l'insécurité à travers notre pays pour davantage asphyxier notre pays. Donc, pendant ce temps, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, exactement le 28 juillet, dans son message à la nation, a rassuré aussi bien les Nigériens que la communauté internationale du respect de tous les engagements. Bien sûr. Pour que notre pays reste, en tout cas dans la marche des pays qui gagnent. Et cela étant, nous avons immédiatement galvanisé par rapport à cette question, par le message, immédiatement entrepris des démarches. Cette démarche, c'est autour d'abord de nos propres frères, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, en faisant des rencontres, notamment pour amener l'opinion à maintenir le cap et à accompagner. Et cela a donné comme résultat la création de 11 000 entreprises par des jeunes et des femmes de notre pays, et cela dans tous les secteurs d'activité. Concomitamment à cela, nous avons aussi entrepris des rencontres à l'extérieur, à travers tous les pays amis du Niger. Notamment, quand vous prenez, nous sommes rendus en Chine, nous sommes rendus en Russie, nous sommes rendus en Turquie, en Iran et bien d'autres pays. Et cela a donné comme résultat la création de 39 unités industrielles dans notre pays. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Et à cela, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord les investissements qui vont être faits, qui sont de l'ordre d'environ 365 milliards, et des créations d'emplois permanents pour notre jeunesse de plus de 2899 emplois permanents. Donc à cela, il faut rappeler effectivement l'effort fait par l'État, c'est celui d'accorder des exonérations à concurrence de 67 milliards de francs CFA. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la question. Et cela
a été possible grâce à notre code d'investissement dont nous disposons. Et ce qu'il faut préciser, c'est le secteur, effectivement, où ces unités industrielles ont été créées. Ce sont notamment le secteur de l'aliment bétail, Oui. le secteur de la santé, le secteur des bâtiments et bien d'autres. Monsieur, par rapport aux organisations, hein, vous parlez de 67 milliards hein, Oui, que exactement. l'État a concédé. Quel a été l'intérêt pour l'État? Bon, vous savez, à travers ces exonérations, c'est une sorte de participation de l'État dans les actions de ces entreprises. D'accord. Pour qu'elles soient réalisables, elles ont besoin d'accompagnement de l'État. Ah, c'est l'accompagnement de l'État. C'est l'accompagnement de l'État. D'accord. Donc, quand ça intervient, en fait, l'État tire beaucoup d'avantages là-dessus. Parce que dans tous les cas, c'est qu'il faut considérer. Certes, l'État, à travers ces exonérations, perd, mais quand on regarde dans la réalité, ce n'est pas une perte. Parce que ça nous permet d'avoir des jeunes à trouver des emplois autour de ces unités industrielles. Ça nous permet d'avoir les produits dont nous avons besoin sur notre territoire. Ça veut dire que les Nigériens, autour de ces unités industrielles qui vont être créées, vont tirer le maximum de bénéfices possibles. Et mieux, certes, dans l'immédiat, l'État perd en termes d'impôts. Bien sûr. Mais à long terme, l'État récupère parce que toutes ces structures vont payer des impôts. Et ça va générer des richesses. Elles se portent bien aujourd'hui, ces sociétés à qui on a accordé ces 7 milliards de. Elles se portent très bien parce que elles viennent de commencer. Donc je m'en vais vous dire. Certaines, quand vous prenez par exemple la société Niger Steel, qui fait le fer à béton, dont vous avez vu à un moment, on a participé d'abord à son installation. C'est ça. Et en plus, maintenant, à sa mise en route dans le cadre de la fabrication de ce fer à béton, qui est aujourd'hui la fierté des Nigériens sur l'ensemble du territoire national. Vous avez aussi des structures comme Tambari Trading qui font des nattes que vous voyez placées dans les nattes en plastique. Les nattes en plastique. C'est ça. Quand vous prenez par exemple Amana Agro, qui fait l'aliment bétail. Donc vraiment, c'est une liste de 39 unités industrielles qui ont été créées dans notre pays par rapport effectivement qui sont opérationnelles. Il y a 10 qui sont opérationnels aujourd'hui, 14 sont en voie de finition d'installation, et puis 13 qui sont sur le point d'être installés. Tout récemment, non pas basé tout à Niamey, c'est sur l'ensemble du territoire national. Vous avez certaines qui sont dans la région de Tawa, d'autres dans la région de Niamey, effectivement, et d'autres dans la région d'Agadez. Donc, à cela, c'est qu'il faut préciser, c'est en fait la lutte que nous menons contre le chômage. Parce qu'à travers cela, il faut voir effectivement l'apport que ces sociétés-là constituent pour notre pays. En termes d'emploi. En termes d'emploi. Vous pouvez même prendre l'exemple d'un pays, pas des moindres, d'ailleurs l'un des plus développés du monde. Quand il y a eu des élections et que le nouveau président est arrivé, la première des choses à demander, d'abord, c'est de taxer les produits qui sont importés chez lui. Bien sûr, bien sûr. Et il dit qu'il est prêt à détaxer tous ceux qui viennent investir chez lui. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire que nous sommes d'accord que les gens viennent créer des industries chez nous, mais nous ne sommes pas d'accord que les gens viennent nous amener des produits. Bien sûr. Et cela a un double sens. D'abord, il faut voir en termes d'investissement que ça fait dans les pays et en termes aussi d'emploi et d'apport de richesse à travers les paiements des impôts. Donc, l'État a beaucoup plus à gagner quand il fait venir des investisseurs chez lui, d'être un pays qui ne fait que recevoir. Donc, c'est cette logique aujourd'hui que nous avons adoptée et dont nous pensons que d'ici peu, en tout cas, le Niger va être un pays industrialisé. D'accord. Parce que la volonté est là, celle du chef de l'État. Bien sûr. Monsieur le ministre, la fermeture du corridor Niger-Bénin a eu un fort impact, vous le savez très bien, sur le commerce dans notre pays. Pouvez-vous nous dire quelles sont
les mesures entreprises pour la résilience de l'activité commerciale au Niger, voir sa relance sur des bases nouvelles et durables? Ce qu'il faut dire, il faut toujours situer le Niger dans le contexte qu'il est, c'est notamment celui de l'embargo, qui est sans égal dans tout ce que nous avons connu dans le monde. Ce qui a été fait au Niger est inédit, c'est-à-dire l'action qui a été entreprise était carrément de mettre, même pas le pays en chaos, mais qu'il disparaisse. Carrément. Carrément. D'accord. Donc, c'est cela, en réalité, l'objectif visé par ceux qui l'ont initié. D'accord. Donc, à travers cela, la première des choses était d'abord la visite du chef de l'État en République togolaise. À Lomé. D'accord. Dont une forte délégation l'a accompagné et je faisais partie. Donc, lors de cette rencontre, donc, il a été question de comment il fallait trouver une solution pour ravitailler notre pays dans le sens d'aller à la satisfaction de tous ses besoins. Parce que de l'autre côté, le corridor qui était le plus proche, celui du Bénin, est fermé. Tout à fait. Donc, par la volonté, effectivement, des deux chefs de l'État, nous sommes parvenus à nous entendre et la République sœur du Togo a pris l'engagement, effectivement, d'offrir cette possibilité au Niger. Donc, après cela, personnellement, j'ai conduit une mission au Burkina, entouré d'un certain nombre de partenaires. D'abord, la Direction générale des douanes, c'est-à-dire pour dire le ministère de l'économie et des finances. Et des finances, tout à fait. À travers la Direction générale des douanes. Et aussi la Chambre de commerce et bien sûr les cadres techniques du ministère du commerce et de l'industrie. D'accord. Donc au cours de ces rencontres, nous avons effectivement rencontré nos homologues du Burkina Faso avec lesquels nous avons effectivement échangé, allant dans le sens de mettre la procédure la plus indiquée pour ravitailler le Niger en produits de première nécessité. Et à ce niveau, je peux vous assurer que nous avons trouvé en tout cas une attention particulière des autorités du Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc après cela, il a été question, comme je l'ai dit tantôt aussi, de l'activation des attaques armées dans notre pays. Bien sûr. Nous avons renforcé la sécurité autour de notre pays. Oui. Et surtout autour de ce corridor, parce que dans tous les cas, on sait ce qui est Burkina. derrière. Tout à fait. C'est notamment les attaques armées. Donc après cela, donc, nous avons pris un autre arrêté, celui d'interdire l'exportation des riz paddy et des céréales, notamment le riz blanc, le mil, le maïs, le blé, etc., de les exporter à l'extérieur du Niger. Est-ce que cette décision-là est respectée? Cette décision a été bel et bien respectée. Parce que ce qu'il faut signaler à ce niveau, c'est vraiment tout un arsenal de contrôle qui a été mis en place. Au-delà des cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers notamment la brigade dont nous disposons, tous les autres ministères, surtout tous ceux qui sont en relation notamment avec la défense et la sécurité, ont été instruits. D'accord. Et ce qui a fait que pratiquement aujourd'hui, quand vous partez dans les contrées les plus éloignées, vous trouverez des céréales. C'est parce que les gens n'ont pas trouvé de possibilités pour les faire sortir. Et mieux, il nous est arrivé à des moments de faire des saisies, que ce soit par la brigade de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie, comme aussi par les autres forces de défense et de sécurité. Au niveau des frontières. Au niveau des frontières. D'accord. Donc c'est vraiment une mesure qui fait son bon chemin et dont nous pensons que cela a été possible grâce effectivement à l'apport de l'ensemble des acteurs. Parce que la mesure telle qu'elle a été prise, si de part et d'autre, chacun ne joue pas son rôle, c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. C'est inapplicable. Voilà. Mais aujourd'hui, vraiment, on peut s'estimer heureux, effectivement, qu'il y ait des produits au Niger et avec un prix pratiquement stable.
parlant de ce corridor-là, c'est corridor Burkina-Niger, et vous avez parlé de l'insécurité qui règne dans cette zone, et on sait que aussi l'État a mobilisé énormément de forces de défense et de sécurité pour acheminer ces vivres. On peut avoir une idée de comment cela a été organisé? Le ravitaillement du Niger en produits de première nécessité, notamment tous les produits que nous avons aujourd'hui sur le marché. Voilà. C'est fait, ou il se fait avec vraiment des moyens formidables. Voilà. Il faut voir à travers ces escortes organisées une utilisation très importante de nos forces de défense et de sécurité. C'est souvent, vous avez plus de 2000 à 3000 hommes qui assurent la sécurité, qui sont utilisés effectivement dans le cadre de l'escorte de nos produits. Et au-delà de ça aussi, il faut que les gens voient et perçoivent ce qu'ils consentent de faire, c'est de mettre leur vie en danger parce qu'à tout moment, bien sûr, ils font l'objet d'attaques par des bandits armés. C'est pour dire, par rapport à cela, que c'est des grands moyens et c'est jusqu'au sacrifice ultime que ce ravitaillement est fait. Et c'est pour cela que, à des moments, nous demandons au niveau des opérateurs économiques, à qui l'État n'a jamais demandé un franc. Par rapport à ça. Par rapport à cela. L'État assure seul. L'État assure seul par ses propres moyens. Parce D'accord. Ça, c'est de la décision du chef de l'État. Pour une question de souveraineté, il a dit que l'État ne demandera à personne de contribuer par rapport à cela et qu'il prend l'engagement ferme que ça soit une réalité. Aujourd'hui, ça fait la fierté des Nigériens. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour dire à ces opérateurs économiques, du point de vue général, certains ont bien suivi, mais d'autres ont peiné à le faire, qu'ils ne peuvent pas payer le prix de ce qui est fait autour de ces escortes-là. D'accord. Parce que c'est des vies que nous perdons là. Ah non, bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. D'accord. Merci. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien. Comment développer des stratégies innovantes de commercialisation en vue de faciliter l'écoulement des produits agro-pastoraux en mettant l'accent sur le marché national ainsi que sur les opportunités qu'offre l'AES et notre continent en général? La première des choses d'abord, c'est d'identifier. C'est que la population produit. Elle est poussée à produire en grande quantité. Et par la suite, mettre autour d'eux des unités industrielles pour donner de la qualité à leurs produits. Et pour que cela y soit, le ministère du Commerce et de l'Industrie est intervenu. Elle continue à le faire autour de ses activités, à travers les actions menées par certaines de nos structures, telles que l'Agence de normalisation de métrologie et de certification et l'ANDPI. Pendant les 18 mois, nous avons eu à certifier environ 39 produits. Nous avons eu à vérifier plus de 4470 instruments de mesure à travers l'ensemble du territoire national. Nous avons mis au niveau de la Direction générale des douanes 3 unités pour pouvoir suivre la qualité des produits qui viennent à l'importation chez nous. Donc au-delà de ça aussi, nous avons une autre structure, l'ANDPI, elle qui labellise nos produits. L'Agence de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation. Exactement. L'OAPI comporte 17 pays membres. Nous sommes 17 à être membres de cette structure. Donc le premier acte à faire était de faire de sorte que nos produits soient acceptés au niveau de ces 17 pays-là. Et après cela, maintenant, ça va atteindre le niveau de l'ensemble des pays africains et pourquoi pas le monde. Monsieur le ministre, le gouvernement a pris récemment des mesures pour réduire les prix du ciment et du litre d'essence à la pompe. Qu'est-ce que vos services ont fait pour rendre effectives toutes ces mesures? On a vu qu'il y a des gens qui outrepassent cette décision et qui se permettent de vendre à leur guise ces produits. Ce qu'il faut dire d'abord pour ce qui est de la première mesure, c'est-à-dire celle
de la réduction effectivement du prix du ciment. Là-dessus, c'est qu'il faut dire, elle est intervenue suite aux grandes pluies que nous avons enregistrées, ayant engendré aussi bien des pertes en vie humaine que des habitations. Voilà. Et cela, dans le souci du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à accompagner les Nigériens, à les soulager dans leur vie quotidienne, donc à juger utile de prendre cette mesure pour faciliter à chacun de nous la possibilité de s'offrir un cadre décent d'habitation. Tout à fait. Donc quand la mesure a été prise, effectivement, il y a eu par la suite un arrêté conjoint qui a été pris entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère du commerce et de l'industrie pour fixer effectivement le prix de la tonne de ciment gris sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision concertée? C'est une décision concertée qui a été... avec les commerçants? Non, pas avec les commerçants parce qu'ils ne rentrent pas dans la chaîne. Mais c'est plutôt avec les industriels, les deux unités industrielles dont nous disposons. D'accord. Lors de la rencontre effectivement que nous avons faite autour de l'ensemble des différents acteurs, nous étions parvenus effectivement à trouver le cadre réel pouvant nous permettre de réduire le coût de ce ciment-là. Mais c'est qu'il faut retenir. Tout ce qui a été réduit n'est autre que ce que l'État perçoit. Il faut que les gens le comprennent. C'est la part de l'État qui a été concédée à la population en termes de paiement des impôts. Parce qu'autour de ces produits, quand ils sortent des usines, avant qu'ils ne soient mis en vente, on applique des impôts là-dessus. Bien sûr. Et ce sont ces impôts-là que l'État a complètement enlevés. Il faut que les gens le comprennent. Voilà. Et c'est pour cela que je dis bien que l'État se donne les moyens de combattre tous ceux qui vont oser faire autre chose que de vendre ces produits-là au prix indiqué. D'accord. Et cette mesure étant, avant sa mise en application, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une réticence. Les transporteurs, parce qu'ils rentrent dans la chaîne. Bien sûr. Parce que comme je l'ai dit, ces structures industrielles ne disposent pas suffisamment d'un parc automobile pour faire la desserte au niveau de l'ensemble de notre pays. Donc souvent, et d'ailleurs pour la plupart, il faut recours au privé pour faire ce transport. Donc nous avons effectivement trouvé de la résistance du côté des transporteurs dans l'application de la mesure. Ce qui nous a conduit à une rencontre avec les différents syndicats relevant de ce domaine. Et nous sommes parvenus effectivement à signer un accord les engageant effectivement à respecter cette mesure. Ceci étant donc, nous nous sommes rendus compte par le canal de nos brigades que nous avons mises en place, parce qu'il faut le rappeler, immédiatement que la mesure a été prise, nous avons activé nos différents services de contrôle sur l'ensemble du territoire. Donc, sur l'ensemble du territoire, ces contrôles sont faits nuit et jour. Et souvent, ce que je tiens à préciser, même les ventes sont faites en présence des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et cela a un double sens. Parce que dans le cadre de ce travail que nous menons tous les jours, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des esprits malins. Souvent, quand les camions rentrent, ils les détournent pour les amener au niveau de certains chantiers dont ils ne doivent pas bénéficier. Parce que cette mesure, quand elle a été prise, c'est pour les ménages. C'est qu'il faut signaler, cette mesure a provoqué une absence totale de l'importation du ciment vers le Niger. Pourquoi cela? Parce que notre ciment, il n'a pas d'égal en termes de qualité. De la qualité d'abord et aussi au niveau du prix. Les prix, d'accord. Parce qu'aucun opérateur économique ne trouvera de l'intérêt à aller acheter du ciment ailleurs pour l'amener au Niger, parce qu'il ne sera pas acheté. Bien sûr.
Donc, de par cette mesure et la non-disponibilité du ciment importé, ça a créé une sorte d'engouement. Tout le monde veut la même chose à la fois. Donc, d'où les difficultés au niveau de nos unités, de nos deux unités industrielles. Parce que c'est qu'il faut rappeler, dans le temps, les deux industries ne produisaient qu'environ 32 000 tonnes par mois. Mais du fait de cette mesure et de la non-disponibilité du ciment venant de l'extérieur, c'est-à-dire importé, ils étaient dans l'obligation de revoir leur production. Et nous sommes aujourd'hui pratiquement à 83 000 tonnes par mois. Donc ça veut dire qu'ils ont même pratiquement triplé leur production. Donc cela vraiment explique souvent la difficulté de certains à trouver effectivement ce ciment-là. C'est parce que la demande, elle est très forte. Et c'est sur les deux sociétés que les gens... C'est une demande à l'interne ou bien le produit est exporté? Non, le produit n'est pas exporté. Le 32,5 n'est pas exporté à l'extérieur. C'est plutôt le 42,5 qu'ils sont autorisés à exporter. Et tout cela va dans le sens des plus hautes autorités de notre pays à protéger nos unités industrielles. Vous vous êtes rendu compte, à un moment, nous avons fait des communiqués pour suspendre certains récalcitrants, certains dont nous avons pris dans les filets, qui s'offrent des comportements contraires à l'arrêté qui fixe les prix du ciment. D'accord. Monsieur le ministre, on l'a vu, effectivement, vous avez pris des mesures par rapport à la suspension, mais une suspension de 15 jours ou même des mois, quel effet peut-elle avoir vraiment sur... Non, en fait, la mesure, c'est ce que la loi dit. Et ça peut aller au-delà de 5 ans jusqu'à une suspension définitive, mais c'est graduel. C'est graduel, ok. Donc c'est pour cela que nous avons pris ces mesures-là. Et mieux, elles sont accompagnées des sanctions financières. Des pénalités. Qui partent, on les a verbalisées de 1 million à plus. Et cela a engendré dans le court temps que nous avons pris ces décisions, environ nous sommes à plus de 60 millions de verbalisations que nous avons pu récupérer au profit de l'État. Aussi, il faut préciser par la même occasion que nous avons aussi, par rapport à la mesure du ciment, dans le cadre de nos contrôles, épinglé aussi des grandes entreprises qui faufilent dedans pour se procurer effectivement de ces matières. Et là, nous n'hésitons pas à leur infliger vraiment des sanctions lourdes et mieux à saisir la Direction générale des impôts pour ouvrir des enquêtes. Et aussi, nous avons l'habitude de prendre des individus sur le fleuve avec notre 32,5 en direction de certains pays qui ont fermé leurs frontières contre les fraudes. Les fraudes, voilà, exactement. De l'exportation de ce ciment 32. C'est quoi la différence de 32,5 là qui fait tellement... Bon, la différence, c'est que le 32,5, c'est le ciment qui est utilisé par tous ceux qui font des infrastructures à moindre coût, c'est-à-dire qui ne supportent pas des poids. Mais quand vous devrez construire un immeuble, là où on a besoin de résistance, il vous faut nécessairement avoir du 42,5. Et maintenant, par rapport à l'autre question, celle de l'essence, c'est qu'il faut préciser. Après la mesure, effectivement, de la réduction du prix du litre du gasoil et du litre d'essence à la pompe, nous avons mis en contribution notre direction, de nos directions, notamment la direction... l'Agence nationale de normalisation et de météorologie. Que les Nigérians ont attendu depuis plus de 10 ans, voilà. cette réduction du prix de l'essence. Il faut le dire, il aura fallu l'arrivée du CNSP. Voilà, je vais en venir là-dessus. Donc, nous avons mis notre structure sur le terrain pour vérifier l'exactitude du respect de l'arrêté qui a été pris portant réduction du prix du carburant à la pompe. Et cela, en un temps record, ils ont parcouru l'ensemble des stations d'essence sur notre territoire. D'accord. Et cela a un double sens. D'abord, de voir si l'état des pompes est bon. C'est-à-dire, est-ce que ces pompes qui sont utilisées dans le cadre de la distribution sont en bon état? Et en plus, est-ce que les prix sont respectés? D'accord. Et par rapport à la mesure,
Et derrière les deux, il faut dire que ce sont des mesures qui constituaient des revendications, des souhaits des Nigériens. Des attentes fortes, quoi. Voilà, des attentes fortes que les Nigériens souhaitaient que ces prix soient réduits. Bien sûr. Mais ce qui a été un casse-tête dans le passé pour toutes les autorités. Et je rappelle que par rapport au ciment, qu'il y a certains pays, amis du Niger, qui nous ont approchés pour nous demander et nous poser des questions comment on est parvenu à réduire le coût du ciment. Le coût du ciment, ah oui. Parce qu'ils veulent aussi que ça soit instauré chez eux. Ouais, voilà, exact. Mais jusqu'à cette date, en tout cas avec tous les échanges que nous avons eus avec nos homologues de ces pays, ces mesures-là ne sont pas prises parce que ce sont des mesures difficiles à prendre. Ouais. C'est des coûts réels où l'État perçoit d'énormes recettes que l'État concède. Ouais. Vous voyez. Et c'est le cas aussi, à rappel de ces unités industrielles que nous sommes là en train de faire venir au Niger. Il faut que les gens voient à travers cela des énormes sacrifices consentis par l'État. Parce qu'à travers ces investissements qui sont faits, c'est des énormes recettes fiscales que l'État perd à travers ces exonérations. Mais, à regarder à court et long terme, on gagne. Parce que imaginez un peu si ces aventuriers avaient un pays qui était solidement industrialisé, où tous les jeunes avaient des emplois, je vous assure qu'ils ne trouveront pas qu'ils vont envoyer dans les... Ah oui. Dans le terrorisme, sauf si c'est leur enfant qu'ils vont envoyer. Les terroristes, par exemple. Voilà. Tout à fait. Sauf si c'est leur enfant qu'ils vont envoyer, et je suis sûr qu'ils ne le feront pas. D'accord. Donc voilà des questions sur lesquelles il faut bel et bien attirer l'attention de tous les Nigériens pour qu'ils comprennent les efforts que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie consent pour améliorer le cadre de vie de tous les Nigériens. C'est important. Vous l'avez bien dit, la mesure du ciment, que ça fait longtemps, effectivement ça fait 12 ans que les Nigériens cherchaient à ce que cette mesure de diminution de prix intervienne, mais il n'a fallu que cette période, à l'arrivée du CNSP pour que ça y soit. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter et puis encourager le chef de l'État dans cette quête de souveraineté, parce que c'est ça la souveraineté, parce qu'aujourd'hui, à travers ces décisions, ce sont les Nigériens qui tirent profit de cela. Tout à fait. Voilà. Et qui sont félicités des décisions, parce que nous, on a pu le constater sur l'ensemble du pays, dans toutes les régions où on a été pour le grand débat, les gens appréciaient beaucoup cette mesure. Exactement. Et du prix d'essence et du ciment. Monsieur le ministre, on va poursuivre cet entretien. Et, monsieur le ministre, suite à l'embargo imposé par la CEDEAO à notre pays, de nombreux produits de consommation courante et des denrées alimentaires ont connu une hausse vertigineuse. Qu'est-ce que votre département ministériel fait pour lutter contre la vie chère? Je m'en vais d'abord vous dire qu'il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel nous nous trouvons et qui continue à l'être aujourd'hui du fait de l'embargo qui a été... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.